Ouais, ce qui va arriver. Ok, bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler du futur et nos élèves vont vous présenter leurs travaux qu'ils ont fait en collaboration avec les professeurs, nos professeurs. Malheureusement, les professeurs ne sont pas là parce qu'il y a un professeur qui habite au Brésil et l'autre professeur qui habite en Équateur. J'espère qu'ils regarderont le live et qui, de toute façon, on enregistre, donc ils pourront voir ce que vous avez fait. Voilà, donc il y aura 4 présentations et à l'issue de chaque présentation, on va discuter. Okay, donc, vous allez voir différents aspects de leur travail. Et puis, ils vont faire, les présentateurs vont animer une petite discussion. Voilà. Donc une présentation, entre chaque présentation, une discussion, et en tout, il y aura 4 présentations. Et c'est Katia qui va commencer. Alors, je vais commencer avec un écrivain connu, américain. Peut-être vous avez le lu en France. C'est Ray Bradbury. Et avec son citation, les gens me demandent de prédire le futur, alors que tout ce que je veux faire, c'est l'éviter. Alors, je vais commencer avec le roman Fahrenheit 451. C'est un roman de science-fiction qui était publié en 1953 et situé dans un avenir. Il décrit une société où lire ou posséder les livres était un acte prohibé et la lecture est interdite. Le titre du roman se réfère à la température d'inflammation de papier parce que Ray Bradbury a montré les pompiers qui brûlaient les livres et comme ça veilleraient à la tranquillité de la société. Il aussi montre la société où les livres seraient la source de beaucoup trop de réflexions dérangeantes. Le contexte historique est très intéressant parce que Ray Bradbury a été horrifié par le régime de Nazi et par les répressions politiques de Staline. Au cours de laquelle de nombreux écrivains ont été arrêtés et souvent exécutés. Et aussi, dans son jeunesse, il observait la transition à l'âge d'or de la télévision. Et il a vu ça comme une menace parce que il a vu ces médias, la télévision, le radio, comme une menace pour la lecture de livres et une menace pour la société car ils peuvent être une source de distraction de questions plus importantes. Et je veux parler de technologie future qui Bradbury a été prédictée et qu'ils sont réalisés. Alors, il fait beaucoup de prédictions sur la technologie du futur en 1953 et beaucoup de ces prédictions se sont réalisées. Premièrement, les murs écrans. Dans le livre, il s'agit d'un personnage qui s'appelle Montag et sa femme, et il a une maison avec 3 murs écrans. Et tous les jours, cet écran diffuse beaucoup d'informations, beaucoup d'émissions, et les images virtuelles parlent, discutent et donnent l'impression qu'ils sont entourés par les amis et par autres gens. La deuxième prédiction, c'était l'écouteur sous forme d'oreillette. Alors, la femme de protagoniste, Mildred, écoute tous les jours la musique et la radio avec ses écouteurs et elle
ce que son mari lui dit. Et la troisième prédiction, c'est le flotte d'information, flotte de publicité, parce que Ray Bradbury prévoit que les humains vivraient dans leur petite bulle de loisirs et ils sont très solitude. Pas solitude physiquement, mais solitude c'est une solitude mentale parce qu'ils ils se distrairaient tout le temps par cette flotte d'informations. Et je veux vous laisser avec la citation de Ray Bradbury qui dit il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture, juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. Et j'ai une question pour l'éditeur. Est-ce que tu lis beaucoup aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu penses de cette citation? Est-ce que tu lis beaucoup de littérature? Ou non? Ou tu préfères de voir les films et les images sur iPhone? Tu veux que tout le monde réponde à ton rôle ou... Oui. Qui veut commencer? À tout le monde, ouais. Oui. Donc, tu peux commencer. D'accord. Pour moi, les livres ils sont très importants. Je pense que la lecture aide à traîner le cerveau, etc. Et moi, personnellement, je tâche de lire beaucoup. Tout le temps que je libre, je tâche de consacrer à la lecture. C'est pas longtemps ça, mais les derniers temps, presque un mois, je tâche de faire comme ça. C'est pourquoi je pense que la lecture c'est une importante chose et les livres ne peuvent pas disparaître. Là. Oui, et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu lis beaucoup? Maintenant, je ne lis pas beaucoup de livres. Parfois les articles ou des actuels dans Internet, mais je pense que pour tous les gens, c'est très important de temps en temps de lire des livres pour cultiver. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'aime beaucoup lire, mais ces derniers mois, je n'arrive pas à trouver un bon livre. Mais pendant le confinement, j'ai lu quelques livres parce que j'ai eu beaucoup de temps libre. Donc, je voudrais continuer. Je pense que c'est très important pour les gens. Alors, qui ne lit pas? Il n'y a pas de gens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de voir l'histoire sur les séries télévision ou pas. C'est un peu compliqué de prendre un livre et écouter l'histoire. Mais c'est vrai que la poésie, c'est plus facile pour voir quelque chose, lire un petit article sur Internet. Lire un résumé d'un Oui, œuvre. oui. Au lieu de lire vraiment l'œuvre entière. Ici, c'est tout le monde qui lit en fait, je crois. Oui, oui. On est tous réunis, enfin, les personnes qui adorent la lecture. C'est étonnant, non? Parce que surtout en français. Quoi? Surtout en Oui, français. c'est ça. Mais parce que oui, je sais bien que de nos jours, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne lisent pas et qui disent juste. À propos, moi j'ai, dans mon cas de Georges Brassens, j'ai une connaissance. Et lui, en fait, il est professeur de phonétique dans une université, phonétique française. Et il parle très bien français, alors sa prononciation est parfaite. Mais alors, il est professeur de phonétique. Ça, Gabriel peut dire quelque chose, peut-être. Non, je voulais me moquer de toi, mais vas-y, continue. Ah, merci. On s'est moqué ensemble. Alors, il est professeur de phonétique.
Mais il est aussi, alors il s'intéresse aussi beaucoup à l'informatique. Et alors quand je lui ai demandé alors qu'est-ce que tu lis en français, il a dit je n'aime pas la lecture, juste je n'aime pas lire en général, ni en français, ni en russe, ni en anglais, juste en général. Par contre, il est professeur de français, de la phonétique française. Alors il enseigne et il aime la langue, il adore la langue, mais il ne lit pas. Alors c'est vraiment étonnant pour moi parce que la langue c'est la clé pour la culture et pour l'histoire. Je ne peux pas imaginer comment on peut ne pas lire. Ouais. Je n'aime pas lire en français. Non mais en général tu aimes lire. Oui, mais non en russe. Non, je comprends, et en anglais. Non mais ça peut-être c'est lié, je sais pas, peut-être que tu ne te sens pas très à l'aise en lisant en français. Parce que peut-être Je ne sais pas, mais même quand j'étais à l'université, j'étudiais le français, mais je n'aimais pas lire en français. Mais en anglais et en russe, c'était plus facile peut-être. Mais est-ce que tu as une explication pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tu crois que... Non. D'accord. Tu préfères psychologue. Oui, peut-être Si tu m'enseignes, bien sûr. Peut-être on finit ici et faire... En fait, j'ai une question pour toi. Ah oui. Tu disais de problème de la solitude mentale. Quelle est la solution pour ce problème, à ton avis? Je pense que la solution est comme ça, de réunir dans ce club et discuter de temps en temps des problèmes, pas être seul dans sa maison. Mais peut-être cet livre est un peu exagéré, mais ça donne nous les préventions pour préventer notre habitude. C'est comme ça. Moi j'avais juste une question parce qu'avant, quand tu as montré les diapositives avec la famille qui regarde la télévision, en fait tu as dit que tu as sous-entendu en fait que regarder la télévision c'était négatif. Et apparemment, c'est ce que comment ça s'appelle Bradbury. Voilà. C'est qu'en fait, il dévalorise la télé et l'image par rapport à la lecture. C'est ça. Il pense que la lecture, c'est plus riche au niveau ça permet le développement cognitif, intellectuel, mais on peut dire aussi que ça dépend de la qualité des programmes à la télé qu'il y a aussi. Oui. Parce qu'on peut regarder des choses extrêmement intéressantes. Et en plus, on a l'image. Oui, je suis un peu d'accord que de temps en temps, la série ou le film est riche et donne nous de réfléchir aussi comme le livre. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose ou pas? Je sais pas. Non? On va se moquer, mais non, le réel. Alors, je vais dire une petite chose. Non, c'est parce que, par exemple, si on veut maintenant, alors c'est le confinement, on peut pas aller en France, par exemple. Mais si je veux, je sais pas, moi, j'adore la Loire, je veux voir les châteaux. Gabriel. Continue. Mais c'est pas normal. Continue. Tu m'insultes. Alors si je veux quand même voir les châteaux de la Loire, je peux trouver une vidéo sur YouTube alors, où on parle juste d'une manière très intéressante de ces châteaux et alors on fait comme une tour, un tour imaginaire et on peut les voir, on peut écouter les explications et tout ça et c'est magnifique je crois parce que c'est vraiment très enrichissant je dirais. Oui, peut-être. Mais c'est pas le même. Oui, Non bien sûr c'est pas le même. Mais par contre comme ça tu peux vraiment tu peux apprendre plus je crois parce que quand tu es là tu es comme tu sais je sais pas tu te réjouis de l'ambiance, tu profites de ton temps et tout ça. Mais par contre, tu ne peux pas vraiment apprendre beaucoup de choses comme ça. Et alors, quand tu es chez toi, c'est justement le moment où tu peux vraiment apprendre. Ouais. Moi, ce que je retiens de ta présentation aussi et des prédictions de Bradbury, c'est qu'en fait, il a vu l'isolation. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'isolation. Comment dire? Attendez, il y avait Gary. Ah non, c'est pas grave. En fait, c'est pas de l'isolation mentale, j'ai l'impression, c'est plus de l'isolation psychologique et émotionnelle. Parce que mentalement, on est un peu tous isolés. Le fait de réfléchir dans sa tête, c'est pas commun. On n'a pas les réflexions collectives. Bon, là, on essaie d'en faire. Mais finalement, on est tous isolés dans notre tête.
Mais lui, en fait, ce qu'il a décrit, c'est vraiment... Il dit que ça va être pire, que ça va s'empirer, et que les humains, en fait, ils vont utiliser le divertissement, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ils vont toujours se divertir, mais ils vont plus communier ensemble, en fait. Affectivement, ils vont être isolés, c'est ça? Oui, il veut se distraire des choses importantes et faire beaucoup de loisirs, et il oublie toutes les choses importantes, et il y a beaucoup de scènes quand la femme oublie dans un moment ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, et le protagoniste monte à faire une question. Est-ce que tu rappelles comment nous avons rencontré, et elle ne peut pas rappeler. Et elle ne se rappelle pas parce qu'elle n'a pas le mémoire. Parce que pour elle, c'est... Le cerveau n'est pas traîné. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ses capacités cognitives ont diminué, ou c'est parce qu'elle vit dans une société où les relations n'ont plus d'importance? Je ne sais pas, peut-être deux choses. Est-ce qu'ils ont fait un film de ce livre? Il y a un film, mais je ne l'ai vu encore. Tu l'as pas vu? C'est le film français de Truffaut. Ah bon? Ah oui, oui. Mais je ne l'ai vu. Et aussi un film. Alors c'est déjà vieux, contemporain. ouais. C'est déjà vieux, ouais. Ah bah ouais. Ouais. C'est ça. Là, c'est ça le film. Oui, déjà vu. Parce que je suis passé 2 fois devant le livre, j'ai hésité à l'acheter, mais toi tu me recommandes le livre? Oui, je recommande. Je trouve beaucoup de choses que nous pouvons voir maintenant. C'est vrai? Beaucoup de choses actuelles. Et ça a été écrit donc, dans les années 50, c'est ça? 53. 53. Juste après la guerre. Oui, juste après le commencement de guerre froide. Ouais, donc il a été quand même bien visionnaire. Oui. Valérie me demande comment entrer dans un café. Ok, vas-y. Mais toi, reste pas trop loin de... Peut-être je peux ouvrir écrivain. Dans une présentation sur George Orwell, son roman 1984. 1984 est le plus célèbre roman de George Orwell, publié en 1949. Ce roman est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation de la dystopie. Voire de la science-fiction en général. Dans 1984, Big Brother, au grand frère en français, est le chef du parti, donc d'État d'Océanie, objet d'un culte de la personnalité. Et les affiches de propagande rappellent les maximes officielles Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde, ce qui en pratique s'applique par la présence des télécrans dans les logements privés. C'est un symbole de la majesté du parti et du contrôle total de la vie de tout le monde. Par exemple, la surveillance dans les appartements par des caméras, l'interdiction de critiquer du parti, la liberté de pensée et d'action, la dénonciation. Les idées d'Orwell se réalisent déjà. Par exemple, la surveillance de masse des personnes est déjà devenue techniquement possible. Et à l'avenir, elle pourra probablement être effectuée facilement comme la méthode contre la criminalité. Une interdiction de la liberté d'expression et de pensée
est possible dans les sociétés totalitaires comme la Chine et la Corée du Nord. Peut-être que d'autres pays les rejoindront à l'avenir. La deuxième prédiction d'Orwell, c'est novlangue ou néo-parler. La novlangue est la langue officielle de Siagne, inventée par George Orwell. Le principe de ce langue est que plus on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le nombre de concepts avec lesquels les gens peuvent réfléchir. Plus on réduit le vocabulaire du langage, moins les gens sont capables de réfléchir. La mauvaise maîtresse de la langue rend ainsi les gens stupides et dépendants. C'est donc une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement contre les partis ou l'État. La signification des mots est déformée à l'opposé. L'exemple, c'est la guerre, c'est la paix. La langue contemporaine des réseaux sociaux qu'on utilise chaque jour est très semblable à la novlangue. Par exemple, elle est constamment simplifiée. Par exemple, les signes de ponctuation disparaissent, la longueur des mots diminue, l'orthographe est déformée. C'est l'exemple de cette tendance en français. Selon Andrei Siban, le directeur du marketing de Yandex, dans le futur, les humains perdront la capacité d'écrire les mots à cause de l'utilisation par tout le monde des messages vocaux, qui automatiquement transformeront les paroles en texte. La troisième prédiction de George Orwell, c'est la carte du monde. Le monde, depuis la Grande Guerre nucléaire des années 50, est divisé en trois grands blocs. L'Océanie, c'est la couleur rose. Ici, c'est la couleur orange, c'est l'Eurasie. Et le troisième bloc, c'est l'Eurasie, la couleur verte. Tous les blocs, ils sont en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Et la couleur jaune, c'est la zone de faire la guerre entre ces blocs. Et aussi, ces trois grands États sont gouvernés par différents régimes totalitaires avec idéologies qui ont les mêmes. L'idée de diviser le monde en grandes alliances de pays connectés par les idéologies a été réalisée au XXe siècle, après la publication du roman d'Orwell. Mais cependant, cette idée est toujours d'actualité. Il y a de grandes associations dans le monde, l'Union européenne, l'Union économique de l'Eurasie ou l'Union des États indépendants, et aussi la Ligue d'États arabes, etc. Selon les nombreux experts, dans les décennies à l'avenir, le monde sera à nouveau divisé en plusieurs grandes associations d'États qui seront en conflit. Et la dernière prédiction de Orwell, c'est l'élevage des cerveaux. L'expression élevage des cerveaux regroupe des procédés qui auraient la faculté de reconditionner le libre arbitre d'un individu par médication cognitive, peut-être aussi psychologique et neurologique. Les techniques de l'élevage des cerveaux de propagande d'Orwell sont utilisées dans le monde moderne, surtout dans les pays à régime totalitaire. À l'avenir, cette pratique pourra être utilisée dans les médias, les réseaux sociaux, pour imposer des biens, des services, de fausses croyances. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Est-ce que quelqu'un a lu? Moi, en fait, je veux lire. Je n'ai pas encore lu. C'est vraiment. J'ai honte. Oui, c'est vraiment un livre que je dois lire. C'est très important, mais j'ai pas lu. Donc, j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai même lu. Alors, le second œuvre important de Orwell, c'est Animal Farm. On dit ça, je sais pas, la farme d'animaux. Ouais. Et les autres, est-ce que tu... Je sais pas, Moi, j'ai lu ce roman, même depuis 20 ans, environ il y a 5 ans, quand je l'ai lu. C'était la période de ma vie quand je me sentais même comme le héros de ce roman. Je crois que c'était très intéressant pour moi. Maintenant, je crois que Orwell, il était, comment dire, mieux. Ce roman, il est écrit pour les jeunes, peut-être. Mais le héros, il est jeune aussi. Oui, et il voit ce Big Brother, oui. C'est très négatif. Comme l'État. Oui, Totalitaire. maintenant je crois que c'est comme paranoïa, peut-être. Oui. On peut dire ça en français, paranoïa. Oui. Mais à mon avis, on doit réfléchir à ces menaces potentielles qui Orwell a été prédicté parce que ces exemples, à mon avis, ils sont très actuels. Alors donne-nous ton avis justement, donne-nous ton avis sur des menaces précises, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Tu peux nous donner ton avis par exemple sur une menace? Les menaces, c'est d'autres présentations. Ah oui. Tu as plusieurs présentations? Ouais, d'autres présentations. Et c'est pas par rapport à 1984? Mais c'est très connecté avec ces menaces. C'était quoi le thème? Les menaces sociales, les crises sociales. Ouais, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et j'aimerais bien, peut-être ça serait intéressant que d'autres posent des questions, ceux qui n'ont pas parti. Maria par exemple, tu n'as rien dit encore. Est-ce que tu as lu le livre de Bradbury? Non, mais j'ai déjà lu le livre de Aldous Huxley. Ah, wow. C'est très semblable à ce sujet. Parce que je n'ai pas lu les deux livres, mais j'ai lu des utopies, dystopies, et j'ai l'impression qu'ils sont presque tous de la même façon. Est-ce que quelqu'un ici avait lu un livre français qui s'appelle La bataille d'Ivar? Non. D'accord, bon, c'est juste. Est-ce que... Ok, Je pardon. trouve que beaucoup de choses ici, comme la langue, parce que c'est la réalité aussi. La langue qui est devenue courte et plus simplifiée, ou la propagande. Tous les jours, on voit sur la télévision, et je ne suis pas d'accord que c'est exagéré. Je pense que c'est la vraie menace d'aujourd'hui. On voit les émissions de télévision qui sont horrifiées et ce n'est pas bien. C'est mon avis. Les émissions sont comment Mais je pense que nous ne voyons pas la télévision aujourd'hui, mais si tu enseignes, tu vois que c'est la propagande et ce n'est pas la réalité de maintenant. Il y a aussi beaucoup de propagande sur l'Internet. Ah C'est oui. pas la télévision, mais c'est le bon endroit pour affecter les personnes et son avis, ses amis. Il y a le sujet que tu as abordé par rapport à la novlangue, je le trouve super intéressant, mais je pense que selon moi, ce dont tu parles, c'est pas révélateur de la novlangue. Parce que des simplifications, c'est pas très grave en fait, à mon avis. Mais arriver à faire croire que la guerre c'est la paix, ça demande d'autres processus que des simples raccourcis de mots. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Peut-être tu l'as pas lu, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la novlangue. C'est-à-dire quels sont les procédés qui nous font changer le sens des mots.
Oui, et c'est aussi le sujet de maintenant. Parce qu'on peut, dans les médias, on peut décrire quelque chose comme on veut et ça peut être présenté comme autre chose. Et on appelle ça en France, excuse-moi je te coupe, ça s'appelle parce que je viens de me rappeler comment ça s'appelle, on dit des éléments de langage. Ah. Et j'ai vu plusieurs fois des analyses de linguistes sur des petites émissions YouTube qui parlaient de ces éléments de langage. C'est-à-dire par exemple Macron ou des hommes politiques qui parlent et qui, dans le contenu et dans la structure de ce qu'ils disent, en fait, impliquent certaines choses ou réduisent certaines choses ou orientent leurs idées en fonction de la structure syntaxique qu'ils utilisent en fait. Là aussi, il y a un terme qui en français c'est post-vérité. Post-vérité, ouais. Ouais, c'est ça, parce que tu peux décrire les choses avec les manières qui, par exemple, qui fait l'original de ces mots à l'opposé. Et tu utilises logique aussi, ensemble. Mais c'est très dangereux si par exemple, le gouvernement ou le groupe avec les grandes sources financières utilisent ça pour propagande. Mais la post-vérité, moi j'ai vu ce terme justement, je suis en train de faire comme ça. J'ai vu ce terme plusieurs fois et j'ai pas encore trop bien compris ce que c'était. Mais en fait, c'est analyser, c'est revisiter la vérité, c'est quoi? C'est la modifier? C'est comme ça que tu comme les faits de la guerre mondiale, par exemple. Comme les quoi? Les faits. Les faits. Les faits de la guerre mondiale. D'accord. Donc post-vérité, ça veut dire modification, détournement des faits pour manipuler. Donc c'est négatif comme ça. C'est négatif. Post-vérité. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Non. Tu parleras quand je Bon, alors, est-ce qu'on peut aussi dire que, alors c'est un peu, on peut dire que c'est, enfin, les concepts qu'on exprime dans ce livre, ils sont un peu liés à la théorie linguistique de Sapir-Whorf. Alors c'est une, c'est une théorie linguistique qui affirme que notre perception du monde dépend du langage, de la langue. Alors là, c'est vraiment très contradictoire. Parce que, alors, il y a une théorie il y a une autre théorie, si je ne me trompe pas, de Noam Chomsky. Et alors, lui, il était un fort opposant de Sapir-Whorf. Alors, mais c'est intéressant. Justement, ça commence à être intéressant, continue. Oui. Non, mais c'est juste ça, je veux dire qu'en fait, dans ce livre, parce que oui, maintenant, je viens de le noter, de le remarquer. Parce que oui, ce que tu as écrit ici, c'est comme, oui, alors, la langue définit la manière de penser. Oui. En fait, ça veut dire que ça veut dire que Orwell était un homme très instruit parce qu'il savait très bien ses théories linguistiques évidemment. C'est pas juste, il n'avait pas juste inventé quelque chose lui-même. C'est un linguiste. Oui. Il était linguiste et il a donné des principes en fait. D'ailleurs, je les conseille à tout le monde. Il a donné des principes. Je ne me rappelle plus exactement sur ce que ça concerne. Mais justement, comment traiter l'information ou comment écrire ou quand tu parles, ce qu'il faut dire, et c'est très intéressant. Il faudrait que je relise ces principes. Je pourrais les mettre dans le groupe d'ailleurs si je trouve. Mais ce que tu dis par rapport aux deux théories linguistiques, il me semble en fait que tu parles de la linguistique cognitive, qui dit qu'en fait, je ne sais plus qui dit quoi, mais il y a une théorie qui dit que c'est grâce au langage qu'on peut structurer notre pensée. On peut structurer notre pensée. Et il y en a une autre qui dit que les mots viennent après. C'est ça. Après, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du langage pour structurer notre pensée, on a une pensée et après les mots se rajoutent. Et ça, je crois que c'est la linguistique cognitive. Ça doit être celui que tu dis. Et Chomsky, c'est... Non, je ne pourrais pas continuer, je ne sais pas. Mais... Non, moi non plus, mais c'est quand même très intéressant. Parce que oui, en fait, je suis maintenant en cours parfois de la philosophie de la langue. Et alors, c'est vraiment juste très intéressant parce que oui, c'est juste, tu sais, c'est pas juste de la linguistique, mais c'est vraiment de la philosophie et alors aussi tous ces concepts. Et alors là, le professeur, il les structure, il fait comme, je sais pas, juste, il les analyse, c'est très intéressant. Alors là, il parle de tout ça.
Alors, ouais. Maria, tu as une question? Je t'ai pas encore entendu. Oui, peut-être une petite question sur. Tu as nommé quelques États où il y a de la propagande. Tu penses que la propagande existe seulement dans les États qui ne sont pas démocratiques ou il y a les États démocratiques mais où il y a de la propagande? Non, je voulais dire des pays avec des régimes totalitaires dans le contexte de la liberté d'expression. Il n'y a pas de propagande, oui, je suis d'accord avec toi, ça existe dans tout le monde. Aussi dans les pays avec le régime démocratique et dans les pays avec le régime totalitaire. Et par exemple, les règles des réseaux sociaux, est-ce que ça réduit la liberté d'expression à ton avis? Il y a deux choses. On peut réduire notre liberté d'expression par les réseaux sociaux, mais au contraire, c'est aussi bien un droit pour exprimer ton avis. Mais ça dépend de méthode et aussi il y a beaucoup de choses dans les réseaux sociaux qu'on ne peut pas contrôler. Je veux dire comme les flottes d'informations, comme Katia disait. Le flot. Le flot de science. Ouais, très bien. Si tu dis la flotte, c'est l'eau. La flotte. Tu peux pas contrôler et tu peux sera affecté par ce flot. Et ton avis aussi. Je suis d'accord. Alors ici, il s'agit des trucs qui, sur les réseaux sociaux, sur Google, qui nous surveillent, je dirais. Est-ce que c'est plutôt dangereux ou ça nous rend plus protégés? Tu veux dire de quoi? Le GPS, je sais pas, tout cela. Comme je disais, il y a deux choses. Tu peux utiliser ces instruments comme l'outil pour manipuler les personnes, mais aussi tu peux utiliser ça comme la méthode pour ajouter les possibilités de rechercher l'information ou pour exprimer ton avis aussi. Il y a deux points. Mais un problème, c'est les compagnies comme le Facebook, par exemple, ou grands États comme la Chine ou comme notre pays, ou comme les États-Unis. Il y a beaucoup de tools, des outils pour manipuler. Si nous comparons les plus ou les moins, je crois qu'aujourd'hui il y a plus de moins de cette tendance, comme les plus, pour les personnes, pour les gens. Oui, je suis d'accord, c'est ça. En fait, en Chine, c'est vraiment juste. C'est vraiment parce que, oui, je sais alors ils sont privés des certaines. D'Internet. Enfin, alors, ils n'ont pas utilisé vraiment le Google comme on le fait. Alors, c'est vraiment. Ouais. Anna? Oui, peut-être un Je peu. n'ai pas entendu non plus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Rien encore. Encore rien? Et Maria? Moi, Ouais. je pense qu'il y a des avantages et des désavantages de l'utilisation de l'Internet dans notre vie. Par exemple, quand tu es dans les montagnes, le GPS peut sauver ta vie. Voilà, c'est mon avis. C'est par rapport à sa présentation en web et tout ça. Moi, je n'aime pas les livres de cette thématique. Je les lu presque tout. Mais je pense que c'est pas un problème pour
intelligent. Il faut... Pour une femme. Et pour une femme aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire, il faut étudier bien pour notre gouvernement n'aurait pas ne pouvait pas nous manipuler. Donc, tu penses que les études, elles peuvent permettre de te défendre, de te protéger de la manipulation? Oui. Ouais. Juste une question, un petit sondage. Qui est d'accord avec ça? Qui pense que l'éducation peut nous permettre de résister à la manipulation? 100% d'accord? Et toi? Je n'ai pas d'avis sur cette question parce que je pense qu'il y a deux dimensions. On peut dire que ça protège, mais l'éducation, c'est aussi un outil de manipulation dans quelques universités. Mais c'est le système, c'est pourquoi c'est pas une sorte de manipulation, c'est un système dans lequel tu dois vivre. Mais quand tu études, tu commences à avoir son cerveau comme ça. Tu commences de se réfléchir soi-même. Tu entraînes ton cerveau, tu peux analyser les informations mieux, mais de l'autre côté, par exemple, j'ai fait mes études dans une université qui prépare des futurs diplomates, et je pense qu'on nous a beaucoup influencé notre perception des choses. Et je vois ça aujourd'hui dans ma vie, quand je vois quelque chose sous ce prisme, ce prisme qu'on m'a appris à l'université. Mais si tu vois, c'est déjà une... Oui, parce que bonne chose. après j'ai fait des études dans une autre université, donc ça m'a aidé un peu. Je crois qu'avec l'éducation, on peut achever l'état de notre cerveau, de notre cerveau, quand on peut réfléchir en manière critiquée. C'est un bon instrument pour contre cette tendance. Parmi les universités en Russie, je ne pense pas que toutes les universités aident à penser dans la manière de critique. Parce que je fais mes études à l'université et personne de mes professeurs ne me forçait de penser en critique. Mais ça dépend de ton professeur et ton type d'éducation aussi. Je ne sais pas parmi les deux, mais je pense que le pourcentage de ces universités qui vraiment t'enseignent de critiquer tout ce qui se passe dans la vie, c'est très très minimum. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Anna, t'en penses quoi? C'est ça. Est-ce que tu penses que l'éducation, elle permet de résister à la manipulation? Je pense que ça dépend de l'éducation en général, et parce que dans les universités différentes, il y a quelques systèmes différents aussi. Et ça dépend. Et vous pensez quoi? Bah, je suis à l'université, je dirais pas qu'on nous fait penser de manière critiquée, mais juste, ça dépend de la personnalité plutôt. Alors, si on a une personnalité qui est assez forte, on peut résister à ces manipulations, quel que ce soit. Si c'est une manipulation de l'État, bah, c'est plus difficile, bien sûr, à résister. Ou si c'est une manipulation d'une autre personne, je sais pas, si on est fort moralement, on peut, comment dire, on peut se défendre. Mais tu veux dire quoi, les manipulations de l'État? Alors tu veux dire l'université qui enseigne à résister les manipulations de l'État? C'est quoi? L'université, je crois que c'est la question. On ne peut pas...
Oui, ces universités d'État, ils ne peuvent pas y. Mais prendre la décision. question que tu avais posée, c'est que comme je sais, si s'il y a une université, ou non, si alors dans notre université par exemple, on oppose l'État, ou quoi, on oppose les manipulations, c'était quoi la question? Ah oui, non mais ouais, c'était un peu ça la question. Oui, parce que tu sais, en fait. Non, parce que Tu veux savoir ma réponse ou pas? Oui. Quoi? Non. Tu sais, tu connais, alors, il y a des universités. Attends. On va juste demander aux autres. C'est toujours comme ça. Attends, on en parlera après. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que l'éducation, elle te donne les moyens de résister à la propagande et à la manipulation? Est-ce que tu penses que l'école, ça t'aide à résister? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une manipulation. Donc l'école, elle t'aide pas, elle te protège pas, l'école, elle te manipule? Est-ce que l'éducation t'aide ou l'éducation te manipule? C'est peut-être différent dans tous les cas. Mais je pense que c'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de son éducation. Самообразование. De comment toi tu t'enseignes. Tu t'enseignes, oui. Et si tu connais ce problème, c'est résolution. C'est une solution. C'est une solution, oui. Si tu connais tous les problèmes, tu peux se protéger. Tu peux te protéger. Oui. Si tu connais mais quel problème? Tu veux dire la menace? Si tu La connais menace, la menace oui, de... si tu connais la menace, vraiment, tu peux se protéger. Tu peux te protéger. Parce que moi, quand je suis allé à l'école, je suis pas resté très longtemps à l'école finalement. Mais disons que j'ai fini mes études au lycée et j'ai fait 1 an à l'université et j'ai compté mes années d'études. Et je me suis dit, bon, je suis allé à l'école quand j'avais 4 ans. Donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et j'ai compté 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça fait 10 ans, 14, 15, 16, 17, 18, 15 ans. Et j'ai besoin maintenant de 15 ans où je veux plus d'informations. Donc j'ai eu une période de 15 ans où on m'a forcé d'avoir des informations. Maintenant, je veux prendre une période de 15 ans sans informations pour annuler tout ce qui a été fait, pour savoir repartir à zéro. Et finalement, en fait, quand je regarde ma vie, j'ai presque respecté cette période. Comment c'est possible de rester 15 ans sans information? Non, mais en fait, si tu veux, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je suis pas resté sans information. J'ai lu des choses, mais j'ai eu un fort besoin d'éliminer en fait ma façon de réfléchir que l'école m'avait donnée. Pour moi, c'était un obstacle. Alors tu voulais juste choisir l'information que tu reçois toi-même? Oui, parce mais que... ce qu'elle disait, en fait, je pense... Vas-y. Je voulais dire que quand tu vas à l'école, à l'université, tu deviens la personne de la système. C'est pourquoi... mais il y a des universités qui te donnent la possibilité de penser toi-même, mais c'est très rarement. Parce que tu es à l'école, tu dois recevoir de bonnes notes, tu dois rester une bonne élève, etc. C'est pourquoi tout le temps, tu fais une chose qui est... tu es le même que tous les autres. Ouais. Tu ne peux pas être une personne toi-même, par exemple. Exactement. Voilà. Tu es conforme, tu as eu une uniformisation en fait, de l'esprit. Mais c'est ce que je disais en fait. Mais tout à l'heure, dans ce que tu disais, j'avais l'impression que tu disais qu'il y avait un moyen de connaître, hormis l'esprit critique. Tout à l'heure, quand on a dit, quand Yaroslav a parlé de l'esprit critique, il me semble que tu as dit quelque chose pour dire qu'il y avait une autre façon de savoir la vérité, non? Ouais. Non, parce que, par rapport à l'esprit critique, moi je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et moi j'ai envie de développer mon esprit critique, j'ai envie de comprendre des règles de logique, par exemple, et j'ai envie de partager ça, j'ai envie que les gens réfléchissent. Mais finalement, il y a aussi une autre façon
il y a l'intuition aussi. On peut avoir un ressenti. Alors après, la question d'où vient ce ressenti? Est-ce que le ressenti qu'on a des choses, il vient des informations qu'on a dans la tête? Ou est-ce que c'est un ressenti qui est sans intermédiaire, directement avec la réalité? Et finalement, l'intuition, c'est un peu ça. Je me disais peut-être que si l'intuition existe, c'est la faculté de pouvoir être directement en contact des choses sans mettre en place tout le système qu'on a dans notre cerveau, en fait. Donc, personne n'a la réponse à ça. Je pense qu'il n'y a pas de course pour éviter les problèmes, pour éviter ces menaces. Mais peut-être les courses pour l'espion. Mais ça n'existe pas. Par exemple, c'est les courses de logique, de philosophie aussi. Mais tu Parce sais- que tu peux utiliser ça pour diviser l'information et faire le chaîne. Faire quoi? Faire le chaîne entre informations. Une chaîne, les liens, faire Les des liens. liens. Faire les liens. Mais ce qu'il faudrait qu'on ait, je pense, à l'école, c'est... Moi, récemment, j'ai découvert la psychologie cognitive, et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas ces informations depuis que... Je pense qu'on devrait tous avoir ces informations dès le plus jeune âge. Dès qu'on est capable de les comprendre, il y a certaines choses qu'on devrait savoir, et on ne les sait pas. Par exemple quoi? Les biais qu'on a, les façons de réfléchir, ouais, enfin, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a plein de choses très intéressantes qui nous permettraient d'avoir du pouvoir sur nos vies, qui nous permettraient de prendre, justement, d'être indépendants, de prendre des bonnes décisions. Et en fait, on ne nous apprend pas ça. Justement, par exemple, tout ce qui est en lien avec la prise de décision. Comment on prend les décisions? Je suis sûr qu'ici, personne ne sait. Et personne ne connaît les facteurs qui nous font prendre des décisions. Moi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend des décisions de différentes importances. Des fois, des décisions auxquelles je bois un café ou un thé, ok, on s'en fout. Mais il y a quand même des décisions qui sont très importantes. Et on ne sait pas comment on prend les décisions. Oui. Et si on connaissait ces mécanismes, ou par exemple les mécanismes pour mieux mémoriser, ou les mécanismes pour avoir un raisonnement qui n'est pas biaisé. Et tout ça, en fait, ça donnerait énormément de puissance aux gens. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on ne donne pas l'accès volontairement ou involontairement ou inconsciemment. On ne vit pas dans une société qui est prête à donner à ses citoyens tout son potentiel, en fait. Et c'est ce que décrit George Orwell dans 1984. Et le jour où on sera prêt, on ne vivra plus sur la même terre. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà accessibles depuis très longtemps, en fait. Il y a beaucoup de données, d'études qui sont très sérieuses. Il suffirait de les mettre à la disposition. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi les systèmes sont statiques Parce que c'est plus facile. Voilà. De ne charger rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très bien, je vais. Comment Comme continuer avec autre, parce qu'il y a mais c'est tellement intéressant ce sujet. C'est bon. Ça commence avec. Il y a des gens qui nous écoutent, hein. Oui. Ils ont vraiment que ça à faire. Combien? Il y a 2 personnes qui écoutent ça. Ah, il y a Katia, notre professeure. Je sais pas si on l'entend par Je vais parler de la menace numérique. Je vais commencer ma présentation par une phrase plus pessimiste. Il n'y aura pas d'avenir brillant. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'après le journal russe The Village, d'ici 2035, l'automatisation et de la production et les robots feront disparaître jusqu'à 47% de toutes les professions. Le licenciement ne menace pas seulement les travailleurs peu qualifiés, mais aussi les employés des secteurs des services, des transports, de l'industrie et de l'agriculture. Donc, il est probable que la croissance rapide de la production, de l'automatisation, réduira les jours et les heures de la semaine de travail.
Donc, des expériences pareilles ont déjà commencé à être menées dans quelques pays. Par exemple, si vous pouvez voir, la Corée est devenue l'État avec le plus haut niveau d'adoption de robots industriels. C'était en 2017 et il avait 610 robots pour 10 000 travailleurs, tandis que Singapour était deuxième avec 658 robots et l'Allemagne était troisième avec 322 robots. Donc, parmi les pays pour lesquels les données sont collectées, vous pouvez voir que la Russie et l'Inde ont pris les deux dernières places, avec un niveau de 4 ou 3 robots pour 10 000 travailleurs. Cependant, cela entraîne une diminution de la participation humaine au processus de la production et donc un licenciement du personnel. Je voudrais parler de cette menace avec l'exemple du jeu vidéo qui s'appelle Détroit devient humain. Et le jeu a lieu en 2038 dans la ville de Détroit aux États-Unis, où les androïdes partagent la vie quotidienne des humains en étant à leur service. On voit que l'augmentation de l'efficacité due à l'automatisation stimule l'entreprise à accélérer le développement dans cette direction. Donc, on abandonne le travail vivant et quotidien parce que le robot ne dort pas, il n'a pas besoin de repos, de vacances, de traitement, etc. Après tout, les machines ont déjà commencé à avoir un impact sur presque toutes les facettes de notre vie professionnelle. Vous pouvez, par exemple, aller à votre supermarché local et voir comment les caisses en libre-service remplacent les caissiers. Ici, j'ai un rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique basée à Paris. Il a révélé que 14% des emplois dans 32 pays développés étaient hautement automatisables, tandis que 32% des emplois risquaient de se transformer en pays. D'après le jour, d'ici 2038, les androïdes sont utilisés dans tous les secteurs d'emploi. Par exemple, ce sont des chauffeurs, des aides ménagères, des assistants médicaux, des soldats, des forces de l'ordre, etc. Le jeu présente des autres menaces qui peuvent peut-être comme une guerre entre les robots et les humains. Et c'est à cause du fait que les robots ont commencé à avoir quelques sentiments comme des humains et devenir conscients. Donc cela met un désir de liberté et de droit dans le public. En conséquence, d'après le jour, plus de 37% de la population de Détroit est au chômage. Cependant, l'automatisation amène à l'apparition de nouvelles professions. Parce qu'on aura besoin de fabriquer les robots, gérer toutes les données, faire de la programmation, etc. Donc, certains pensent que l'intelligence artificielle finira par nous remplacer en général et que c'est simplement une partie normale du processus d'évolution. Mais le sentiment d'être inutile par rapport à nos créations ajoute de la peur existentielle. Donc, d'un côté, les androïdes facilitent la vie des humains et les gens ont plus de temps libre pour les affaires différentes et il y a moins de travail monotone. Mais de l'autre côté, il y a une grande probabilité qu'il y aura du chômage et qui peut emmener en quelques grèves et violences dans le pays.
Et à mon avis, c'est mieux d'essayer d'accepter le développement de l'intelligence artificielle et pendant que ce domaine se développe, nous apprendrons beaucoup de nouvelles choses pour être bien qualifiés pour les nouvelles professions. Et c'est tout, mais j'ai encore j'ai une vidéo qui montre Détroit en 2038 et c'est une petite partie du jeu que vous pouvez voir dans le début. Et vous pouvez voir l'ambiance du jeu ici. Merci de votre attention. Tu peux rester lourd, on va me torturer un petit peu. Mais alors c'est le jeu où on nous montre la réalité du futur, oui. Comme, oui. Mais alors tu joues toi personnellement à ce jeu? Non. Non, parce que j'ai pas PS. PlayStation. Ah d'accord. C'est la PlayStation. Alors pourquoi tu as choisi de faire cette présentation? Pardon? Pourquoi tu as choisi de faire cette présentation? Parce que je regarde quelques vidéos sur YouTube comme les gens aussi. Ah d'accord. C'est intéressant en fait. Et cet personnage a qu'est-ce que c'est? C'est comment quelque chose dans le cerveau? C'est un Android et tous les Androids ont des choses comme ça. Et est-ce que ce jeu montre que les androïdes commencent à sensibiliser, à voir les émotions? Oui. Il est devenu plus... Oui, l'idée de ce jeu, c'est que les androïdes ont commencé à devoir conscient. Et c'est parce que ça s'appelle devient humain. Donc les androïdes commencent à être comme humains. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui a travaillé sur le thème du futur. Il y avait les A2 et ils ont fait un sondage. Peut-être que vous avez reçu, on a diffusé un sondage dans les réseaux sociaux et entre les élèves. Le thème du sondage, c'était justement le futur. Et il y avait une des questions qui était: est-ce que vous pensez qu'un jour les robots pourront ressentir, c'est le mot que je cherchais, est-ce qu'un jour les robots pourront ressentir comme un humain? Et je crois que personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu, il faudra regarder le sondage, je crois qu'il y a 35 personnes. Mais personne n'a répondu oui. C'est-à-dire, tout le monde pense que jamais un robot pourra ressentir comme un humain. Il peut imiter, je pense. Il peut imiter le sens, comme les gens. Ouais, moi personnellement, je trouve ça difficile. Peut-être, en tout cas, c'est pas dans un futur proche, ça, c'est sûr.
je crois que les robots peuvent déjà comprendre les sentiments des personnes en se basant sur les mouvements des muscles et tout cela. Voilà, je crois que c'est déjà possible. Mais je ne crois pas qu'on va les donner une possibilité de sentir vraiment. Parce que je crois que les gens comprennent très bien que si on donne trop de possibilités aux robots, ils pourront nous remplacer. Ouais, mais pour ressentir, le fait de ressentir ces données, déjà nous on comprend même pas comment. On comprend pas comment c'est possible d'avoir une conscience. Alors comment on pourrait nous-mêmes créer une conscience? Enfin, moi ça me paraît vraiment. Mais tu sais qu'en Chine, il y a beaucoup par exemple, des robots de chiens. Et j'ai toujours, je suis un peu intéressée comment il peut jouer avec ce robot et sans commencer comme un chien vrai. Et, je pense que peut-être en quelques pays comme Chine ou Japon, oui, c'est déjà commencé à réaliser avec les robots qui peuvent danser. C'est une imitation. C'est juste imitation. Et je ne sais pas, est-ce que tu as vu le film She avec Joaquin Phoenix? Oui. Où l'intelligence artificielle Ah, qui oui, parle. c'était seulement le voix. Ah, c'était le voix, oui. Est-ce que tu penses que c'est possible avec le Siri, par exemple, d'aujourd'hui? Pourquoi pas? En fait, on le dit, oui, avec le Siri, exactement, on le dit parce que maintenant, oui, c'est rigolo, on peut juste dire quelque chose et alors Siri répond n'importe quoi, c'est parfois juste, ça n'a pas de sens, tout ça, mais par contre, on dit que vraiment, alors ça va vraiment se développer. Et alors ensuite, on va vraiment pouvoir parler, avoir des conversations sur n'importe quel sujet avec Siri. Et alors ça va comme remplacer la communication avec les personnes normales. Et alors ça c'est, oui, en fait on le dit vraiment. Et je peux l'imaginer, hein, quand même. C'est probable avec Siri, oui. Alors, oui, encore une fois, c'est une imitation de communication. Oui, et aussi, c'est la même chose avec les traductions. Vous savez, comme vraiment on dit que, je sais pas, dans une vingtaine d'années, on va remplacer les traducteurs parce que la technique va être tellement développée qu'on n'aura plus besoin de personne pour le faire. C'est pas vraiment que c'est avant. C'est pas dans 20 ans, c'est peut-être. Oui, pas dans 20 ans, oui. Dans 5 ans. Mais je peux dire, je travaille dans le bureau de traduction et dans mon bureau, il y a aussi un problème que la traduction machine va remplacer les traducteurs parce que ça coûte moins cher et la qualité est aussi presque le même que la traduction maintenant, de main. tu veux dire, Oui. déjà? Oui. Waouh. Mais seulement nous avons beaucoup de temps pour réviser la traduction parce qu'on ne peut pas donner au client la traduction machine, mais c'est moins beaucoup de temps prend la traduction machine que la traduction par la personne. Ça dépend du type de traduction parce que oui, mais je peux dire que je travaille dans le bureau des traductions techniques. Ah, technique. C'est pourquoi je sais que ça prend beaucoup moins de temps. Traduction comme art pour traduire le non, livre. Oui. Pour les livres, c'est une autre chose, bien sûr. Et aussi l'oral. Nous avons discuté quel professeur sera disparu comme les conducteurs de conducteurs, professeurs. Ça. Mais c'est bien pour les professions dangereuses, comme pompiers, comme tout ça. C'est bien, mais ça dépend des professions. C'est toutes sortes de professions qui sont, je dirais, mécaniques. Alors, ce qu'on fait à la main, voilà, comme ça.
parce que, je sais pas, je crois que les professeurs ne seront jamais remplacés parce que c'est le contact humain qui est très important. Oui, bien sûr. J'ai vu que maintenant il y a des restaurants qui utilisent les robots pour faire une pizza, pour faire une salade. Ça existe maintenant. Est-ce que c'est bon ce qu'ils cuisinent, les robots? Oui, ils programmaient les robots pour faire ça, et c'est totalement automatisé. Mais en tout cas, c'est pas le Michelin. Alors, si c'est le restaurant de Michelin, alors c'est une personne qui cuisine et chaque plat est unique. Voilà. Mais peut-être dans 20 ans, il peut programmer pour faire Michelin. Je lisais dans un article, dans un bouquin, je ne sais plus lequel, où justement il disait que le chef cuisinier, c'était une des professions qui allait être le plus difficile à remplacer. Parce qu'en fait, il y a des facultés motrices qui sont quand même très fines, et il y a le goût. Ouais. Bah, et aussi, le chef, c'est une personne qui gère En plus de ça. Ouais, mais bon, si on imagine que c'est que des robots, il n'y a peut-être pas besoin de gérer. Parce que gérer, c'est des conflits il humains. faut gérer tous ces robots, c'est les programmer, je dirais. Ouais, voilà, il faut juste les programmer. Gérer des robots, à mon avis, c'est pas difficile. Il faut juste une intelligence centrale. Gérer des humains, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils vont réagir au stress des commandes, des clients. Si vous avez celui qui a déjà travaillé en cuisine, il sait ce que c'est. Et toi? Moi, j'ai travaillé, ouais. Je me rappelle qu'un jour, il y a un couteau, on m'a lancé un couteau où c'était une casserole, et il est passé comme ça. Ouais. À quelques centimètres, j'aurais peut-être pas été là pour vous parler. C'était le chef qui était sous pression, on avait beaucoup de clients. Si c'est vrai, c'est vrai. Non, j'exagère parce que c'était pas un couteau, mais il m'avait jeté un truc, je me rappelle. Puis c'était pas 20 cm, c'était 1 mètre. Mais... Un prof français m'a lancé un feutre un jour. Ouais, voilà. C'est la même chose. Ouais, mais elle n'était pas dans ce chef-là. Si tu passes à côté, il aurait pu tuer quelqu'un, je crois. Mais c'est marrant. Alors le chef doit être assez... je sais pas... ne doit pas avoir trop d'émotions, je dirais. Ouais, c'est ça. Parce que si une personne gère 2 gens, alors elle doit être assez équilibrée. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais tu voulais dire un truc? Oui, je pense que c'est juste une réflexion pour nous, parce que l'homme a d'habitude de penser qu'il est au centre du monde. Et quand on voit le jeu comme ça, qui dit c'est possible que l'androïde peut vous remplacer, on peut réfléchir, c'est nous ne sommes pas idéal. C'est comme ça. Moi, je pense que le menace avec l'automatisation, c'est pas que le robot remplace l'homme, mais que si tout est automatisé, il y a quelques problèmes, un bug, que tout sera paralysé. Le système économique, tout ça peut être paralysé. Et c'est un problème actuel, parce que ça arrive déjà. Mais je pense que c'est pas possible que le robot remplace l'homme à 100%. Je pense, pardon. Je pense que dans chaque domaine, c'est possible. C'est tout simplement dans le domaine économique, tu vas trouver un robot. Dans le domaine de marchand, tu vas trouver un autre. Oui, mais c'est pas un robot autonome, c'est un robot qui est dirigé par l'homme. Oui, mais simplifier sa vie. Il y a seulement un algorithme qui va lui diriger, c'est tout. Ah non, je pas encore. Tu l'as pas sur l'ordinateur? Comme ça, on regarde les résultats. Parce que dans le sondage qu'on avait fait, sinon il est dans mon quartier français, si tu veux trouver. Dans le sondage que l'autre groupe avait fait, ils avaient trouvé quelque chose qui était intéressant. Mais je n'ai pas le message de... Regarde sur mon quartier français. Ouais, non, on ne pourra pas regarder les résultats. Ah, c'est pas grave, laisse tomber. Mais il y avait un truc intéressant, c'est que donc dans le sondage qu'on avait envoyé, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'un robot pourrait remplacer un mari ou une épouse.
Et il n'y avait personne qui ne voulait avoir un ami robot. C'est-à-dire, à la question « Est-ce que vous voudriez avoir un ami robot ?», personne n'a répondu oui. Mais à la question « Est-ce que vous pensez qu'un robot pourra remplacer une femme ou un homme ?», il y a plein de personnes qui ont dit oui. C'est étrange. Vous connaissez la série Black Mirror? Oui. Il y avait un épisode sur ça. L'homme est mort et sa femme elle commande un robot qui est pareil à son homme. Et mieux que son nom. Parce qu'il dispute jamais, il est toujours heureux. Mais le fun de cette série, c'est que elle est ennuyée de cette personne. Elle l'a fermée dans comment ça s'appelle? Elle l'a fermée dans sa maison et seulement la fille va aller faire la communication avec lui. Elle a devenu ennuyeux, oui. Parce que la personne réelle, il n'est pas prévisible et la personne Android, il a l'algorithme. Alors, tu peux prévenir tout ce qu'il va faire. Tu peux programmer. Oui, il est programmé en certaines choses que son mari a fait, mais la vie continue et il ne pouvait pas répondre les choses qui changeaient. Peut-être on doit continuer avec autre menace. Je vais donner la voix de Valérie. La parole. Valérie, tu dois connecter ton ordinateur? Ah, Valérie doit donner... Est-ce que je peux connecter mon ordinateur? Parce que c'est vite fait. Ah. C'est comme vous voulez. Je peux ouvrir, tu veux? Oui, je peux connecter moi-même. Ouais, attends, est-ce que tu peux mettre toi là-bas? Non, est-ce que non, on peut te mettre ici parce qu'on fait un enregistrement en fait. Menaçant. Une présentation menaçante. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Parce que ça enregistre. Est-ce que je voudrais... Voilà, est-ce que tu peux te mettre là? C'est pour moi. Pour l'écran. C'est très chaud maintenant. Ouais, il fait chaud, mais en fait, on peut rien faire. On peut juste ouvrir, mais c'est vrai qu'il fait trop chaud dans cette salle. La prochaine fois, on va le changer, je pense. Très brillant. Ouais, il fait trop beau. Нужно окно открыть, на самом деле. Ma présentation touche le thème difficile, c'est les menaces géopolitiques. Mais je pense que ce thème est très actuellement parce que maintenant la situation dans tout le monde
si sera, et qu'est-ce que sera si les conflits armés locaux se transformeront en guerre nucléaire mondiale? Je pense que la menace géopolitique plus grande, c'est la troisième guerre mondiale. Vous pouvez voir les applications, les armes nucléaires. C'est possible maintenant utiliser cette arme sur la sous-marine, sur l'avion et sur la terre, sur de la terre. Vous voyez les séquences de cette application, cette arme. Maintenant, il y a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires. Ils sont membres du club nucléaire dans tout le monde. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et l'Israël. L'Israël, c'est 9 pays. C'est très beaucoup. En fait, c'est sympa ce club nucléaire, comment on fait pour rentrer? Valise nucléaire ou mallette nucléaire. Presque tous les dirigeants de ce pays ont les propres valises nucléaires. Vous pouvez cette valise du président d'Amérique et du président de la Russie, mais c'est deuxième valise du président Helsinki, le président Helsinki. Et tous les dirigeants de ce pays peuvent appuyer le bouton nucléaire. Le bouton nucléaire dans la deuxième valise, ce n'est pas bouton rouge, mais c'est bouton gris. Le bouton gris, excusez-moi, c'est ça. C'est ça. Oui. Ok, c'est marqué start dessus. Oui, c'est start. C'est start. Le bouton rouge, c'est restart. Stop. C'est stop, mais pendant 5 secondes. Ah ouais. Maintenant, il y a beaucoup, plus de 10 conflits armés locaux dans notre planète. Par exemple, c'est des guerres en Syrie, en Libye, en Afghanistan, dans le Nagorno-Karabakh, des conflits en Corée du Nord et Corée du Sud, en Irak et dans d'autres pays. Mais unfortunately, les pays nucléaires y participent directement ou indirectement dans tous les conflits armés. Vous
pouvez voir la première image, c'est la carte de conflit en Syrie. Et nous pouvons voir que, sauf de Syrie, beaucoup de pays participent à ce conflit. C'est la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, Israël, le Turc, et beaucoup de ces pays ont l'arme nucléaire. Et c'est augmenté la menace transformeront de ce conflit un conflit global et la guerre mondiale. Le deuxième conflit, c'est un conflit en Libye. Et aussi sauf de Libye, dans ce conflit, participent d'autres pays, c'est turc, c'est italien, et les États-Unis et la Russie aussi, mais indirectement. Ce conflit armé au Nagorno-Karabakh, il se trouve plus de la Russie. Nous pouvons voir que le Nagorno-Karabakh, ici, c'est un territoire qui se situe entre Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Turquie, Géorgie, Russie. Et ce conflit passé pendant 30 ans, mais maintenant il est très dangereux pour les citoyens de ce pays. Pourquoi ce conflit apparu? Les Arméniens ont toujours vécu en Nagorno-Karabakh. Cependant, ce territoire appartient légalement à Azerbaïdjan pendant 100 ans. Mais l'Arménie le contrôlait en fait après la guerre de 1991 à 1984. Les autres pays étaient, peut-être par exemple, Turquie était à Azerbaïdjan. Je pense que la Russie aidait et l'Azerbaïdjan et l'Arménie aussi, parce que de ce pays, c'est un pays qui avait dans un soviétique réunion. Et maintenant, le nombre total de victimes de la nouvelle guerre pour le Karabakh était environ 5000 militaires et civils. C'est très beaucoup pendant 2 mois.
seulement. Nous pouvons voir les attaques et les bâtiments après cette attaque. Encore menace nucléaire de la Corée du Nord. Tout le monde connaît la déclaration faite par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en 2016. Il a ordonné de préparer les armes nucléaires du pays à tout moment. Il a également ajouté que la Corée du Nord allait réviser sa stratégie militaire pour être prête à lancer une trappe préventive. Cette trappe préventive, ce n'est que ce pays peut utiliser sa armée première. Non, c'était il y a 14 ans. Et je pense que maintenant, le dirigeant de Corée du Nord pense changer sa solution. Mais autres pays nucléaires peuvent faire de même dans une situation critique aussi. Et quelles seront les conséquences de ces conflits, nucléaires? Moi, Valérie, j'ai juste quelque chose, parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste environ 5 minutes. Et je pense que 5 minutes? Ouais. Donc, oui, okay. ce qui serait intéressant, c'est que je pense qu'on a compris la menace que tu évoques, mais peut-être on peut discuter de cette menace nucléaire. Parce que là, on a l'historique, ok, c'est bien, mais on a compris un petit peu. Et peut-être que ça serait intéressant d'en discuter. Est-ce que vous y croyez? Par exemple, est-ce que toi, Valérie, tu penses que c'est une réelle menace, vraiment? Oui. Ouais. Et je voudrais savoir qui croit aussi que c'est une menace, la guerre nucléaire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que c'est une menace? Moi, oui. Ouais. Je pense aussi, en fait. En fait, mais au Japon, attends, tu as dit qu'au Japon, on a aussi des armes nucléaires? Oui. Parce que je savais. Non, parce que oui, en fait, ce qu'on a maintenant, alors en Russie et en Amérique, on a vraiment des armes nucléaires très puissantes. Et là, alors, maintenant, nos présidents, ils sont sages, assez sages pour ne pas les utiliser. Par contre, si quelqu'un prend le pouvoir, qui est moins sage que Poutine, je sais pas, et alors là, il va utiliser, par exemple, ses armes nucléaires, et là, ça va vraiment être la fin du monde. Et c'est vraiment juste très angoissant. Oui. C'est quoi? Inquiétant. Non, oui, inquiétant. Je crois que c'est impossible. Ouais. Tu vois que c'est impossible? Tu penses que c'est probable? Je sais pas, ça dépend, oui. Non, c'est pas probable, mais ça dépend, je sais pas ce qui va se passer dans les années suivantes. Par exemple, en 1952, c'était en crise de Caribien. Oui. Et la probabilité de la guerre nucléaire, c'était très réel. Ouais, entre très 1952. Et maintenant? Et maintenant, ça dépend de l'architecture de paix, parce que, par exemple, il y a beaucoup de documents qui règlent l'utilisation et le nombre des armes nucléaires. Par exemple, c'était en actualité le document entre Russie et les États-Unis des armées nucléaires. Ouais. Et
pour Trump et son administration, sa administration, il ne voulait pas. Ils sont sortis du bac. Ouais. C'est un problème. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a 15 000 le juif, tout le monde, et dans la Russie 7 000, et en Amérique 6 800. Vas-y, dis-nous. C'est 90%. Moi, je crois que maintenant, ce n'est qu'un jeu politique, mais personne n'essaiera d'utiliser. C'est bon parce que chacun comprend que c'est la fin du monde. Juste qu'est-ce qui doit se passer que le gouvernement commence à vouloir à juste détruire toute l'humanité. Ouais. Donc toi, tu y crois pas? Si, moi j'y crois, mais j'imagine pas ce qui doit se passer vraiment pour ce qui se passe. Il y a une autre menace, c'est le terrorisme, parce que par exemple le Pakistan, c'est le pays avec beaucoup d'islamistes. Ouais. C'est très dangereux d'avoir si les armées nucléaires dans ce pays parce qu'ils peuvent c'est ça. Si un islamiste prend le pouvoir. Ouais. Mais même sans le pouvoir, il y a les groupes, je crois que c'était Al-Qaïda, je pense, qui faisait tout pour essayer d'avoir l'arme nucléaire. Il y avait un groupe terroriste qui avait fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Mais je veux ajouter qu'en Pakistan, les armes nucléaires c'est situé sous le contrôle des États-Unis. Ouais. Et en Turquie aussi. En Turquie aussi, parce que beaucoup des armes nucléaires se situent en Turquie, les armes américaines. Et j'ai déjà abordé cette question, comment les citoyens peuvent influencer cette situation. Ce n'est pas possible, c'est le jeu de politique. Pas tout. C'est le faire de politique, mais tout le monde on peut participer de ce problème parce qu'on peut dire de notre gouvernement que ce n'est pas fait, Et c'est un problème. Le deuxième, il faut faire que toutes les personnes dans tous les pays contacter avec ce pays et c'est aider diminuer cette menace. Il y a un mouvement international qui est contre les armes nucléaires pour leur